J'invite à me rejoindre les panélistes de la première table ronde, donc Thibaut Gully, Catherine Touvray, Anne Pointet et Valérie Decaux. Vous voyez une table ronde où il y a une certaine intimité déjà qui s'est créée. Merci à tous d'être là. Alors comme Fanny l'a brièvement présenté dans le flash briefing, il y a un gros travail évidemment d'analyse et de collecte de données qui a été mené au sein des entreprises, mais aussi par la mobilisation de beaucoup de sources externes. Et donc ça a été un travail considérable qu'on n'aurait vraiment pas pu mener sans, encore une fois, les entreprises pilotes. Bienvenue Catherine Touvray, directrice générale d'Harmonie Mutuelle. Bienvenue Anne Pointet, membre du comité exécutif de BNP et directrice de l'engagement. Bienvenue Thibaut Gully, directeur général de France Travail, mais aussi coprésident de la communauté Les Entreprises s'engagent. Et bienvenue Valérie Decaux, DRH du groupe La Poste. Donc une table ronde diverse aussi dans les profils, les angles et à l'image de ce qu'on a voulu faire dans le cadre de cette étude. Et l'occasion maintenant, alors on a une petite demi-heure, on est un peu en retard sur le programme, mais à la fois de voir ce que vous avez retenu de cette étude, pourquoi elle vous a semblé intéressante et dans quelle mesure elle est venue peut-être confirmer certaines de vos convictions, infirmer certaines de vos intuitions, à vous de nous dire. Et puis une deuxième partie, une deuxième série de questions où je trouve intéressant de vous entendre sur finalement les suites, les perspectives que vous voyez pour cette étude en termes à la fois peut-être d'approfondissement, de passage à l'échelle, comment vous abordez les uns et les autres la question du passage à l'échelle. Et je me tourne d'abord vers vous, Catherine Touvray, pour démarrer les échanges. Alors Harmonie Mutuelle, donc entreprise à mission, acteur de la santé. Pourquoi avez-vous décidé d'abord de vous engager dans ce travail et de nous proposer un terrain, c'est-à-dire que c'était quand même un choix engageant, et finalement par rapport aux grandes transformations, un peu au point de bascule que vous avez évoqué quand on a préparé ensemble cette table ronde, qu'est-ce qu'elle vous a permis finalement de faire, de confirmer ou pas comme hypothèse, comme intuition, cette étude à ce stade? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Voilà, c'est un peu compliqué avec les micros ce matin. Le fait de s'engager dans l'étude était assez naturel et c'est une démarche qu'on souhaite vraiment généraliser. On est à la fois un observatoire et un laboratoire. Là, les chiffres ont été donnés côté laboratoire, donc l'entreprise elle-même avec ses 6 000 salariés, mais on protège 165 000 entreprises, une cinquantaine de branches professionnelles, et ça c'est le côté observatoire. Et on a une démarche actuellement un peu de R&D grâce à tout le travail qu'a fait Impact France pour essayer de connecter en fait nos tarifications et la façon dont l'Impact Score ressort pour les différentes entreprises qui le passent. J'y reviendrai peut-être après pour répondre plus précisément à votre question. Donc on a cette relation très forte entre la santé des entreprises et la santé des salariés. On a l'habitude de présenter le sujet de l'absentéisme en disant qu'il est composé de 3 tiers. On va dire un tiers qui est vraiment la personne a un problème de maladie, d'accident. Un deuxième tiers, c'est pas elle, c'est son environnement, son conjoint, ses parents, ses enfants. Et puis un troisième tiers, tout ce qui relève de l'organisation de l'entreprise et des modalités de management de l'entreprise, des choix qui sont effectués par l'employeur. Et donc on voit bien à quel point les leviers employeurs sont forts, puisque sur 2 des 3 tiers, une action directe, soit en termes d'articulation vie pro, vie perso, soit en termes d'inclusion, soit directement en termes, comme je le disais, de choix d'organisation, vont avoir des conséquences et des chiffres très concrets. Et pour finir, juste d'illustrer cette notion de co-bénéfice volontairement sur un autre point que sur l'étude, mais par contre qui reste sur le domaine du social, même si on est très engagé aussi sur les sujets environnementaux. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais les entreprises ont l'obligation de proposer à leurs salariés, lorsqu'elles ont au moins 250 salariés, un service d'assistance sociale. Bon, je crois qu'il n'y a pas de sanction dans la loi, donc, mais c'est quand même
Et donc, nous, on a une activité d'externalisation finalement de ce soutien social. Aujourd'hui, il y a 100 000 salariés qui sont couverts via leurs entreprises et on a plus de 2000 salariés qui ont été accompagnés dans des situations souvent assez difficiles ou dramatiques. Et quand on observe ce panel, ils nous disent dans 90% des cas que le recours à un soutien, soit d'articulation vie pro, vie perso, soit de prise en charge de situations, comme je disais, difficiles, 90% d'entre eux ont vu leur situation de santé s'améliorer par réduction du stress. Et donc, moins stressés, aptes à rester dans l'emploi plus facilement. Donc, on voit bien le lien avec le sujet d'absentéisme. Et pour 75% d'entre eux, c'est une amélioration directe de la santé qu'ils estiment avoir vécu grâce à ce soutien et cette prise en charge très micro, très opérationnelle. Et donc ça vous tient à cœur de toujours mieux relier donc, ces enjeux sociaux, économiques et de santé, finalement. Ça, c'est votre cœur métier. Et puis, juste pour terminer donc, sur le sujet du handicap, là, on voit effectivement sur 6 000 salariés, 12 millions, 2,5 milliards si les entreprises appliquaient simplement le minima réglementaire. Là, on n'est pas... mais si on appliquait les chiffres d'harmonie mutuelle, ça... le niveau d'emploi de personnes handicapées, on pourrait financer les 7 milliards de traitements anticancéreux en France aujourd'hui, par exemple. Donc on voit bien à quel point les ordres de grandeur sont massifs. Et d'où l'importance aussi, c'est parfait, et d'où l'importance aussi du coup de, même si c'est inconfortable, compliqué méthodologiquement, mais de progresser dans cette traduction monétaire quand même des enjeux. Ça, vous confirmez que c'est quelque chose qui vous a été utile? Mais c'est essentiel. Il faut poursuivre. Si on veut le connecter au coût de la protection sociale qui pèse sur les entreprises, pas seulement sur les individus, il faut que ça soit robuste méthodologiquement, même si on est à l'aise pour, entre guillemets, mettre une mise de départ et faire des paris, mais à un moment donné, il faudra pouvoir démontrer. Merci beaucoup. Valérie, je me tourne vers vous, Valérie Decaux. Groupe La Poste, alors l'inclusion, vous êtes aussi une entreprise à mission. L'inclusion sociale fait partie, je crois, de vos engagements fondateurs aussi d'entreprise à mission. Même question, qu'est-ce que vous attendiez de cette étude? Qu'est-ce que vous en retenez? Et finalement, dans cette notion de performance globale qui, je crois, vous est très chère, en quoi elle a permis de venir finalement peut-être appuyer certaines de vos convictions et mettre encore plus de lumière sur finalement l'importance de ces engagements que vous avez, de ces ambitions que vous avez fixées assez élevées au sein du groupe La Poste? La difficulté pour un DRH en général, c'est de démontrer l'intérêt de ses actions au plan économique. La juste question, c'est de se dire, bon, tout ça c'est bien, c'est intéressant, c'est louable, mais au fond, ça rapporte quoi? C'est une vraie question à laquelle je souscris. Et on n'a pas toujours les réponses, il faut quand même se le dire. C'est-à-dire qu'on est convaincu qu'il faut effectivement que dans les entreprises, il y ait de la mixité, hommes-femmes, des jeunes, des seniors, des gens en situation de handicap, etc. Mais c'est difficile de mesurer de façon très précise finalement ce que ça rapporte à l'entreprise. Alors on sait que ça rapporte en engagement, on sait que ça rapporte en fierté, on imagine cela, mais on ne sait pas le démontrer. Et on a besoin de plus en plus de démontrer les choses, et ça me paraît sain. Donc cette étude, je la trouve intéressante en ce que c'est une brique. Alors certes, ça n'est qu'une conséquence. Si la Poste est attentive à maintenir les seniors dans l'emploi, le fait que ça évite à France Travail de devoir les indemniser, ça n'est qu'une conséquence. Pour autant, c'est quand même intéressant parce que c'est une première mesure. Donc la question, ce sera ensuite, comment peut-on prospérer dans cette recherche finalement de mesure de l'intérêt des engagements sociaux et sociétaux. Donc c'est une brique et il faudra probablement aller plus loin. Et il faudra aller plus loin. Ouais, très bien. Merci infiniment. Et donc en fait, ce que vous nous dites finalement, c'est une étude qui nous aide aussi à montrer à quoi servent tous les efforts et tout cet engagement, tous ces curseurs d'ambition. Exactement. Et en tout interne ça, et pour la société. Ouais, en fait, au sens large. Et ce que je voudrais dire, même si ça peut tomber sous le sens, toutes ces actions là de toutes les entreprises, ce sont quand même des produits de leur volonté.
Hein. Ça ne se fait pas tout seul. C'est pas complètement naturel d'être attentif aux personnes en situation de handicap. C'est pas forcément évident de se dire on va travailler sur la soutenabilité du travail pour maintenir, comme on le fait à la Poste, les seniors en emploi. Ça va pas de soi, quoi. Ça va pas de soi. Ça veut dire que c'est le produit d'une volonté. Et la Poste, à l'instar d'Harmonie Mutuelle, a choisi d'être une entreprise à mission, de changer ses statuts, ce qui est quand même pas complètement neutre, et donc de s'engager là-dedans. Mais la question, c'est effectivement, plus largement, comment je peux mesurer concrètement en euros, parce qu'une entreprise qui peut embaucher 15 000, 20 000 jeunes par an, une entreprise qui maintient ses seniors en emploi, elle le fait parce qu'elle le peut économiquement, parce qu'elle génère suffisamment de profits pour pouvoir faire ses politiques. Donc quand même, le sous-jacent de tout ça, c'est l'économie, et c'est la capacité des entreprises à faire du business. Et donc n'oublions pas que tout cela est possible parce que derrière, il y a du business, et c'est quand même la condition. Merci beaucoup Valérie. Anne Pointet, je me tourne vers vous. Quand on a préparé les échanges, vous avez souligné un certain nombre de fractures sociales, numériques, qui viennent impacter aujourd'hui non seulement la manière dont la banque fonctionne, fait ses métiers, mais aussi mobilise ses compétences. Je trouvais ça intéressant. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous retenez de cette étude ? En quoi fait-elle peut-être écho à un certain nombre de convictions, d'hypothèses, d'instruments que vous développez au sein de la banque ? Et qu'est-ce que vous en avez retenu finalement aujourd'hui ? Merci. Par avance, je m'excuse pour cette voix d'outre-tombe qui ne reflète pas mon état d'esprit parce que je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Peut-être juste un petit élément. Quand on travaille sur la valeur sociale dans les entreprises qui sont présentes ici, les institutions, nous tous, on ne peut pas le faire sans conviction, c'est une évidence. Alors, un peu plus pour une banque aussi, parce qu'en fait, on réfléchit à quelque chose qui est un fondamental de ce qu'est le métier bancaire, c'est d'allouer efficacement des ressources vers des projets. Allocation efficace, optimale de ressources qui, aujourd'hui, sont rares, contraintes et difficiles à mobiliser. Donc, au fond, c'est tout à fait naturel de s'interroger sur la mesure de l'impact social. C'est juste un sujet d'efficacité. Donc, c'est un sujet BAU, classique, mais qui nécessite quand même des convictions. Donc, BNP Paribas n'est pas une entreprise à mission, mais dans son rôle d'établissement financier... Pardon ? N'est pas encore une entreprise. BNP Paribas est une entreprise financière qui fait de l'impact et qui l'inscrit dans son modèle économique. C'est ce qu'on a pensé, c'était un peu l'intuition, il y a une dizaine d'années, effectivement, quand on a commencé à réfléchir à la manière de... Nous, on pourrait aider nos parties prenantes à monétiser un impact social qui n'était effectivement qu'une intuition. Donc un bon exemple de comment on peut instrumentaliser ça, ou créer des instruments financiers, en tout cas, qui permettent de soutenir une innovation sociale avec une innovation financière, ça a été le déploiement des contrats impact. C'est un mécanisme qui est désormais bien connu, pas généralisé, mais bien connu, qui permet, dans une logique partenariale, de faire travailler ensemble le privé, le public et un porteur de projet social dans une mécanique qui est une mécanique d'investissement. On ne va pas soutenir un projet par du mécénat. Ça, c'est des choses que l'essentiel des entreprises, en tout cas présentes ici, font par nature. Mais on va investir dans son projet. Des investisseurs, souvent privés, parfois publics d'ailleurs, investissent dans un projet et ils seront rémunérés par un payeur final, souvent structure publique, qui va en fait rémunérer ces investisseurs parce qu'il y aura un coût évité pour la société ou un gain pour la société qui sera mesurable et bien supérieur. Et c'est très vertueux. C'est très vertueux parce qu'on passe dans une logique qui n'est pas une logique d'assistance, qui est parfois un peu décriée ou tout simplement sous contrainte, mais dans une logique plus porteuse et moyen terme et long terme d'investissement, une logique cependant exigeante, il faut de la transparence, il faut un impact vérifié, mesuré. Ça permet donc d'assurer une allocation efficace des ressources là où il y a le maximum de gains pour la société. Et puis ça donne aussi à un porteur de projet, une association, des ressources
pérennes qui lui permettent de lancer ce qui serait sinon des expérimentations. Et quelle place y a-t-il aujourd'hui pour l'innovation ou l'expérimentation? Là encore, quand les ressources sont sous contrainte, on sait tous que c'est souvent les premiers budgets qui sont sacrifiés. Donc c'est très vertueux. Donc cette logique des contrats impact, elle nous a paru innovante, effectivement. Elle est complexe, donc il faut la regarder telle qu'elle est. Elle a besoin d'ingénierie sociale. Elle a besoin d'ingénierie sociale, c'est certain, de data, de données. Donc c'est exigeant, mais c'est vertueux parce que c'est un outil précieux d'aide à la décision qui externalise et rend tangible et matériel une valeur qui sinon est totalement invisible dans des comptes privés ou dans des comptes publics. Merci beaucoup. Donc des instruments très concrets qui sont connectés au métier de la banque, des données, de la transparence et donc une volonté d'aller autour de ces contrats impact social, développer vraiment une mesure d'impact de plus en plus exigeante et professionnelle. Ça, c'est quand même un des... D'accord. Merci beaucoup. Thibaut, je me tourne vers vous. Est-ce que finalement, alors je sais que cette notion qu'on a commencé à aborder, là, d'investissement social, vous parle particulièrement, et est-ce que ce sujet des coûts évités, finalement, c'est une bonne manière pour France Travail et pour les acteurs dans votre écosystème, finalement, de mesurer, de quantifier l'impact des politiques en matière d'inclusion? Est-ce que c'est un bon outil? Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Qu'est-ce que, en tant qu'observateur averti externe, vous retenez de cette étude et des travaux qu'on a essayé de mener à plusieurs? Bonjour à tous, merci de m'extérioriser du sujet, mais je me sens complètement partie prenante en tant que service public. C'est juste pas une institution pilote. On aurait bien aimé avoir une institution pilote, on n'y avait pas pensé avec Caroline. Je vais m'installer sur mon Laventin, puis je vais vous observer. Puis surtout pas, observateur averti. Non, mais plus sérieusement... dans l'étude, évidemment, c'est d'ailleurs une théorie d'action qui est portée par les entreprises sociales depuis longtemps, de se dire quel serait le coût de ne rien faire, quoi, finalement. Maintenant, ce qui est intéressant dans la présentation, et moi l'interrogation que j'avais, c'est qu'est-ce que ça rapporte d'abord à l'entreprise, et effectivement, après derrière, les facteurs extérieurs. Sur la partie entreprise, je pense qu'il y a quand même encore un petit peu de boulot à faire. Et je pense que culturellement en France, d'ailleurs, la place des RH est souvent très sous-évaluée. Moi, je pense que la résultante en fait, des résultats opérationnels et financiers, c'est justement la qualité de vie au travail et le niveau d'engagement humain. D'ailleurs, il y a tout un tas d'études qui le montrent. En France, on a quand même globalement, si on se dit les choses, une qualité de management et de vie au travail moyenne, voire même très mauvaise. Enfin, le niveau d'engagement des personnes très engagées dans les entreprises, c'est 6-7% en France, dernières études Gallup. Là où on va se situer à 25-30 dans les pays du Nord, par exemple j'étais au Danemark il n'y a pas très longtemps, ou à plus de 35 dans les pays anglo-saxons. Quand vous avez des entreprises avec des niveaux d'engagement, avec un tel décalage, à mon avis, je pense que ça a un impact quand même relativement fort sur l'innovation et la performance opérationnelle des boîtes. Oui, avant même de parler de la société dans son ensemble, c'est déjà pour l'unité entreprise. Complètement. Ouais. Donc, il y a un premier sujet que pose l'étude, c'est déjà quel est le regard que portent aussi les comités de direction et les actionnaires sur la valeur en fait intrinsèque de finalement ce bien immatériel mais quand même central dans les entreprises et d'autant plus dans les entreprises de services qui est l'humain. Et puis il y a ce qui est effectivement les contributions pour les externalités positives. Mais bon, si on se situe toujours du point de vue de l'entreprise, formidable. Si je fais économiser de l'argent à l'État ou si je fais économiser de l'argent aux caisses de la sécurité sociale ou à France Travail, et merci Valérie d'y veiller. Mais c'est quoi le retour sur l'investissement pour l'entreprise? Et donc là, ça implique du coup de se poser la question du système politique et du système de protection sociale dans lequel on est et en quoi derrière c'est restitué. Par exemple, quand on est sur le système des accidents de travail, là, on est sur un système où si on est attentif, une entreprise qui est vertueuse, elle va voir ses taux diminuer. Et donc, du coup, elle va avoir un gain par rapport à l'entreprise qui ne l'est pas. En matière d'assurance chômage, ce n'est pas le cas. Ce qui est assez dommage d'une certaine manière, parce que une entreprise finalement qui a un engagement inclusif va recruter dans la diversité des talents et donc va générer des coûts évités. Parce qu'effectivement, recruter des plus de 50, plus de 55 ans, recruter des jeunes et plutôt issus des quartiers ou en plus grande difficulté ou des personnes en situation de handicap, ça a un effet positif sur la société.
Ensuite, avoir des comportements RH vertueux qui font qu'on maintient, voire on développe l'employabilité des collaborateurs, c'est très important aussi. Parce que les aléas de la vie économique, elles vont faire que de temps en temps, il va falloir peut-être arrêter telle activité ou tel produit, ou qu'une concurrence internationale va faire en sorte que... Mais si la personne est mobile et est capable de retrouver un emploi dans le mois qui suit, les effets coûts sont nuls. Et donc, ce qu'on pourrait imaginer, et c'est peut-être sur ça que je terminerai, il y a deux choses. Il y a la data et maintenant aussi même les traitements de l'IA permettent finalement d'imaginer des systèmes simples. Parce qu'il faut quand même se dire que souvent, les contrats à impact social, etc., ça restait quand même encore un peu des usines à gaz. C'est quand même hyper compliqué à monter entre l'État, les conventions juridiques, etc. là-dessus. Donc, si on a envie que ça se développe et que ça passe à l'échelle, il faut simplifier le système. Et la data le permet. Et nous, maintenant, France Travail, on est capable de le faire, parce qu'on a accès à toutes les données pour pouvoir évaluer l'impact pour toutes les entreprises. On l'a fait sur les 110 000 entreprises des communautés des entreprises s'engagent, et on a pu mesurer l'impact sans aucune charge de reporting pour les entreprises. Mais un impact réel, parce qu'on va consulter la DSN pour voir qui recrute plus de personnes en situation de handicap, quelles sont les dynamiques et en quoi, là c'est 2 fois plus, les entreprises s'engagent, en moyenne c'est 2 fois plus de recrutement de personnes en situation de handicap. Et là, du coup, le passage à l'échelle dont vous parlez dans votre étude peut se mettre en place. Non, mais ça fait une liaison parfaite avec la deuxième partie de la table ronde. Merci beaucoup. Catherine, vous vouliez réagir à un moment donné? Je vous ai vu. Oui, je pense qu'effectivement, on est dans un moment où il y a une raréfaction des ressources financières, mais également de la main-d'œuvre. On a de plus en plus d'entreprises dont la croissance est limitée parce qu'elles n'ont plus assez de capacité de recrutement. Et donc, la question du recrutement de populations un peu différentes ou de maintien dans l'emploi devient vraiment un sujet essentiel. Et effectivement, ça revalorise, je pense, le DRH dans le comité de direction par rapport au directeur financier. Donc, et tout ça, c'est des outils pour finalement des leviers pour ces discussions. Si je reviens sur le sujet de l'absentéisme, c'est toujours la même histoire selon la police ou les manifestants, mais on dit que c'est entre 25 et 100 milliards par an en France. Donc ça, c'est les coûts externalisés, mais dans l'entreprise, c'est vraiment de la croissance qui est au niveau microéconomique limité. Et donc, selon les secteurs d'activité, c'est là-dessus que je voulais réagir. Une entreprise de la tech avec plutôt des hommes plutôt jeunes, plutôt ingénieurs, c'est 3% d'absentéisme. Le médico-social avec plutôt des femmes qui n'ont pas forcément choisi leur métier, les conditions de travail, les TMS, etc., on est autour de 12%. Donc effectivement, il n'y a pas de... Ces réalités-là, ouais. Oui, donc il n'y a aujourd'hui pas de lien en dehors des systèmes, du dispositif accident du travail, maladie professionnelle que vous évoquiez, mais les systèmes de prévoyance sont soit au niveau des branches professionnelles, soit de l'entreprise. Donc l'entreprise constate directement dans ses frais, un peu noyé dans la masse salariale. Alors je ne sais pas combien de comités de direction regardent les rapports annuels que leur assureur établit. Il y a une mine d'informations et de leviers d'action à exploiter, effectivement. Donc, je pense que cette notion de relier les différents opérateurs et effectivement là où les coûts sont générés, et on pense que c'est externe, mais en fait, ça se retrouve alors de façon plus ou moins mutualisée. C'est ça le débat intéressant sur lequel il faudra aller. Est-ce que des bonus-malus sont possibles ou pas? Et en tous les cas, et c'est l'autre point sur lequel je voulais réagir et je me tais, le fait que ça devienne cœur de métier pour les entreprises et pas à côté en extra-financier, c'est vraiment tout à fait fondamental. Et c'est un facteur d'accélération majeur. Et comme vous l'avez dit, finalement, on ne peut pas se priver aujourd'hui. L'emploi, les entreprises, l'économie ont besoin finalement de tous les profils. C'est ce que vous me disiez aussi, Anne, quand on préparait cette table ronde. Vous voulez peut-être réagir? Absolument. Et c'est vrai partout en Europe et un petit peu plus largement. Et c'est aussi la raison pour laquelle on croit beaucoup à cette idée de mesure de la valeur sociale qui dépasse une valeur un peu ou une appréciation qui serait purement qualitative ou politique d'un certain nombre de sujets qui sont créateurs de valeur. C'est vrai pour l'entreprise, c'est vrai pour la société. Je partage tout à fait ce qui a été dit sur la valeur pour l'entreprise. Une banque, c'est des systèmes des hommes et des femmes.
La concurrence pour les talents, elle est incroyable. Les métiers qui se créent aujourd'hui sont particulièrement nouveaux, pour certains anxiogènes. Il faut être capable d'attirer des talents, bien sûr, mais il faut être surtout capable d'aider les gens qui sont aujourd'hui, qui travaillent au sein de métiers plus traditionnels, tout simplement à s'y adapter et à y trouver leur place. Et ça, c'est un enjeu qui est absolument capital. Et la logique d'engagement, elle est complètement intégrée à ça. Un collaborateur, aujourd'hui, il cherche évidemment un environnement de travail qui soit agréable, dans lequel il puisse s'épanouir, intellectuellement intéressant, mais aussi porteur de sens et puis d'une certaine stabilité en ce qui le concerne. Maintenant, plus largement pour la société, les économies sont vieillissantes. Si on n'arrive pas à avoir des indicateurs de mesure d'impact d'un certain nombre de populations, on peut parler des personnes en situation de handicap, effectivement des seniors, mais aussi des personnes migrantes, des personnes en situation d'asile qui pourraient accéder au marché de l'emploi, dont on a furieusement besoin, parce qu'on ne peut pas se priver de talent, on ne peut pas se priver de compétences, on ne peut pas se priver d'énergie dans nos économies aujourd'hui. On restera sur des débats qui seront des débats qualitatifs au mieux, politisés dans certains cas, et pas forcément à des situations efficientes. Donc, nous, on croit beaucoup à cette idée d'amener simplement une valeur qui soit une valeur rationnelle au projet qu'on peut soutenir. Encore une fois, il peut y avoir un certain nombre de projets qui ne se mesurent pas ou dont la valeur économique n'est pas avérée, voire même est négative, mais qu'il faut faire parce que ce sont des questions d'éthique qu'il appartient à la société de prendre en compte, et c'est normal. On est dans une société, pas dans une économie purement marchande, mais pour le reste, on peut tout à fait amener cette valeur, encore une fois, économique, partager ce langage commun, privé, public, social, qui amène une certaine rationalité dans la prise de décision et l'allocation des ressources. Merci Anne. Vous avez le micro, alors regardez-le pour la deuxième partie. Justement, comme vous le rappelez très justement, là, tout ne se mesure pas, tout ne se passe pas à l'échelle ou tout ne se passe pas facilement à l'échelle, comme Thibault le disait. C'est sûr qu'il y a, et on a peut-être du coup un certain nombre d'accélérateurs qui vont apparaître avec effectivement de nouveaux outils, des nouvelles technos, et donc ça on pourra s'en reparler aussi. Je crois que c'est un sujet que vous voudrez réaborder, Catherine, sur la mutualisation aussi et l'accès à la mutualisation des sources de données. Mais voilà, tout se mesure pas, tout passe pas à l'échelle. Quelle est en un mot, votre vision un peu des suites à donner à ce travail? Est-ce qu'il faut élargir, parce qu'il faut travailler en coalition? Est-ce qu'il faut travailler sur le temps long ou plutôt être dans la recherche un peu de quick win ou de choses immédiates? Comment vous préconisez un petit peu de poursuivre ce qu'on a essayé d'engager là avec Impact France? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est rendre hommage au plaidoyer d'Impact France et au travail qui a été réalisé, qui a été présenté ce matin, mais aussi aux précédentes études qui avaient été déjà présentées en 2022 et qui extériorisent finalement l'importance du rôle des entreprises à impact pour la société. 30% du chiffre d'affaires des entreprises à impact, c'est à peu près le montant des coûts évités pour la société. Ce n'est pas quelque chose qui s'extériorise dans leur compte, mais c'est quelque chose qu'il faut véritablement regarder. Et moi, je vous rends vraiment grâce et hommage à ce plaidoyer qui est un plaidoyer important. Ça, c'est la première chose. La mise à l'échelle, elle est... il n'y a pas d'instrument miracle, il n'y en a pas qu'un seul, c'est certain. Elle passe effectivement par un travail de transparence, l'utilisation de la data et de la technologie qui est un formidable accélérateur dans tous les domaines, et dans celui-là tout particulièrement, ça a été dit et je le partage tout à fait, et puis le travail en coalition. Il y a un certain nombre de fausses idées qui sont battues en brèche par le travail de la mesure de la valeur sociale. Une puissance publique qui se projette par nature sur le temps long, un secteur privé qui par nature est court-termiste et profit-oriented, un secteur associatif qui fait bien les choses mais pas toujours assez professionnalisé. Tout ça est totalement battu en brèche, bien au contraire. Et ça a été dit là aussi ce matin, et je suis tout à fait d'accord, en réalité quand on dézoome, quand on déscope le sujet de l'impact et qu'on le traite sur une échelle un petit peu plus large, en général il n'y a pas de dilemme d'allocation de ressources. Le sujet, c'est de gérer un temps court et un temps long. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on capitalise sur l'accès à la data, qui effectivement est de plus en plus large, de plus en plus partagé, les expérimentations qui ont été menées pour en tirer aussi leçon d'un certain nombre d'échecs. Il y a effectivement de la complexité, de la lourdeur, mais globalement des histoires
aussi à raconter qui sont assez intéressantes et qui montrent la pérennité et la valeur de ce travail de coût évité. Je vais vous donner l'exemple du premier contrat impact social qu'on a mis en place. Après tout, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il a rempli ses objectifs et est-ce qu'il s'est généralisé en quelque chose qui ressemble à un début de politique publique ou au moins un dispositif pérenne? Alors oui, c'est un contrat impact qui a été mis en place pour le compte de l'ADI dans un projet qui était un projet d'expérimentation pour accompagner vers l'emploi salarié ou la micro-entreprise un certain nombre de personnes très éloignées parce qu'en zone rurale, donc avec un dispositif tout à fait dédié, nomade, pour aller les voir, plus aussi de digital pour mettre en place des microcrédits, un accompagnement très personnalisé. Ça a été mis en place, 560 personnes ont été accompagnées, 77%, puisque le contrat a été mis en place il y a presque 10 ans exactement, et que donc il est terminé après 2 années de mesures d'impact. On a pu vérifier que 77% des personnes accompagnées ont pu être réinsérées de façon durable, et que sur le 1,3 million, c'est un tout petit contrat qui a été mis en place, investi, la valeur créée, elle est triple en fait, elle est de 3,3 millions, et puis donc elle se poursuit dans le temps. Et ce dispositif, il a trouvé ses subventions pérennes grâce à ça. Donc ça, c'est l'exemple. Le modèle est possible. Voilà. Le modèle, après, il est tout à fait possible, et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Il faut à un moment que ça rentre dans un modèle de financement plus courant, mais ça permet de financer l'innovation sociale. Merci infiniment. Sur le sujet de la collaboration entre fournisseurs de données et fournisseurs de datasets, pour à la fois essayer peut-être de mutualiser les efforts et puis aussi de réduire la charge de travail dans les entreprises, qui est aussi un sujet que Thibaut avait évoqué. Qu'est-ce que vous voulez peut-être nous dire, Catherine, et de manière plus générale, comment voyez-vous la suite de ces travaux? Qu'est-ce que vous en attendez côté Harmonie Mutuelle? Oui, Thibaut l'a évoqué tout à l'heure, les entreprises s'engagent, publient automatiquement, j'ai envie de dire, un certain nombre d'indicateurs et montrent que cette communauté a des impacts positifs. Ici, on est à Impact France, donc l'Impact Score est la boussole sur laquelle on cherche à développer. Je crois qu'on a passé les 15 000 entreprises qui, de façon volontariste, ont fait ces calculs, mais c'est un effort de chaque entreprise, un reporting supplémentaire d'une certaine façon. Et pour que cet outil-là agrégé devienne vraiment le référentiel, il faut que les calculs soient complètement automatisés, à la fois pour que ça soit plus facile pour les entreprises ou les organisations plus globalement, et pour que ça soit plus crédible également. Et donc, je pense que voilà, un travail fructueux peut se développer justement entre Impact France et la communauté des entreprises s'engage au moins sur ce sujet-là. Quand on va voir data.gouv et les sets de données, les sets d'API qui sont aujourd'hui exposés, ça donne envie de pleurer, quoi. On est vraiment tout au début de l'histoire. Alors moi, je suis d'un naturel optimiste. Je me dis c'est un champ immense sur lequel on va pouvoir capitaliser les uns les autres. Mais c'est absolument fondamental pour ces deux notions, simplicité et donc automaticité. Et donc il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de raison de ne pas le faire et de ne pas le regarder. Et puis crédibilité pour que ce référentiel devienne une norme pour tout le monde. Merci beaucoup Thibaut. Vous voulez réagir à ça et puis nous dire aussi plus généralement comment vous voyez un peu les suites de ces travaux. Vous avez, je crois, des outils aussi côté France Travail pour favoriser vraiment la structuration du partenariat avec les collectivités locales dans les territoires d'entreprise. Et pourquoi c'est tellement important pour vous de travailler avec les entreprises sur tout ça? Vous avez commencé à le dire un petit peu, mais qu'est-ce que vous en attendez dans la suite finalement? Comment on pourrait progresser et poursuivre ce travail? Bon, sur la coopération avec Impact France, sur la partie data, je pense qu'elle est acquise. Et là, les données, c'est pas celle de data.gouv, c'est vraiment toutes les données de toute la DSN. Donc, on doit pouvoir faire des choses quand même assez fortes et impactantes là-dessus. Ce qui vous permettra d'ailleurs, et ce qui permettra peut-être d'être aussi force de proposition sur la suite. C'est-à-dire comment on pourrait imaginer, effectivement, voilà, il ne m'appartient pas à moi de le porter, mais comment on pourrait avoir des systèmes, même pas de bonus-malus, mais complètement de variabilité finalement du taux d'assurance, parce que c'est un taux d'assurance en fonction finalement du comportement des entreprises. La deuxième chose, c'est parce que quand l'entreprise crée de la valeur sociale, moi je crois fondamentalement que pour qu'elle crée de la valeur sociale, il y a évidemment
toute sa politique RH, où là c'est vraiment propre à l'entreprise, mais généralement sa politique RH, elle a intérêt à la co-construire dans des partenariats avec un certain nombre d'associations ou d'entreprises sociales d'ailleurs du mouvement Impact France, mais aussi avec les services publics. Et en fait, France Travail et les entreprises engagées, les entreprises s'engagent, les entreprises engagées dans Impact France, peu importe, c'est la conviction qu'en fait, il faut à la fois, pour réussir l'emploi, mieux accompagner les personnes, leur donner toutes les chances de réussir en leur mettant, en les armant et en leur donnant toutes les possibilités. Et c'est de la formation, c'est parfois de la garde d'enfants, de la mobilité, du logement, de la confiance en soi, tout simplement. Mais c'est aussi accompagner les entreprises sur leur employabilité, pour reprendre des termes un petit peu techno, mais parce qu'il y a quand même aussi beaucoup d'entreprises qui se privent par habitude, par culture, par processus, d'énormément de talents. Je le vois dans l'industrie, dans l'industrie où il y a des entreprises qui ont quand même plus de mal à féminiser que d'autres. Ou ce qu'on a dit sur le trop jeune, trop vieux, trop en situation de handicap, et où ça grève la capacité à. Donc il faut accompagner les entreprises, les sensibiliser à la valeur que ça crée, et travailler main dans la main avec France Travail et les acteurs du réseau Pôle emploi, parce que nous, on a une batterie d'outils qui sont quand même canons sur l'immersion professionnelle, sur aider à former pour passer le cap, faire des entreprises éphémères. C'est une entreprise publique ultra innovante, mais qui ne trouve son sens que dans la collaboration avec les entreprises. Puis soit dit en passant, vous payez déjà le service, donc autant l'utiliser. Et peut-être maintenant le dernier point, c'est si on met tout ça en perspective des politiques publiques, parce que vous l'avez dit, en fait, une innovation sociale qui a réussi, c'est finalement quelque chose qui devient universel et qui devient une politique publique, et du coup qui va prendre en compte les externalités positives dans le modèle économique de chacune des parties prenantes. Et là, on est quand même encore loin. Hein. On est encore loin du ballon. C'est quand on voit comment on construit les projets de loi de finances, cette logique de ROI, moi j'aimerais bien, et on passe notre temps à essayer d'en faire la pédagogie auprès de nos amis de Bercy, mais c'est vrai que l'exercice est complexe, mais on est quand même encore un petit peu loin du compte. Je le vois, là, on met en place par exemple la politique du RSA, et je terminerai là-dessus. Mais vous avez 2 millions de bénéficiaires du RSA. D'ailleurs, justement, pourquoi c'était prévu pour 150 000 et puis qu'après derrière c'est 300 000 et 500 000 et 1 million et 2 millions? C'est parce que les gens ne savaient pas travailler ensemble et que c'est compliqué pour un département de s'occuper efficacement de l'insertion de bénéficiaires du RSA s'il ne peut pas compter sur la mobilisation des entreprises pour proposer des emplois, des stages, des opportunités, s'il ne peut pas compter sur France Travail pour pouvoir accompagner les gens. 60% des bénéficiaires du RSA n'étaient pas inscrits à France Travail. Donc, coalition, coopération, faire en sorte qu'on travaille ensemble. Quand on se met à travailler ensemble, comme par hasard, ça devient efficace. La deuxième chose, c'est que le RSA, c'est 12-13 milliards d'euros, par exemple, par an de dépenses en allocation. Et c'est 900 € là aujourd'hui d'accompagnement intensif qu'on met, c'est-à-dire un accompagnement réel où on a un coach pour 50 personnes, 15 heures minimum d'activité sociale et d'insertion par semaine. Ça coûte 900 €, c'est vrai. Mais un bénéficiaire du RSA, il coûte beaucoup plus à la société. Et donc, investir dans l'accompagnement, c'est faire baisser les dépenses d'allocation, remettre des personnes au travail. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, c'est gagnant pour les gens. Parce que moi, j'ai rarement vu un bénéficiaire du RSA être heureux sans travail. C'est gagnant pour les entreprises qui manquent aujourd'hui de ressources et c'est gagnant pour la dépense publique. Cette logique d'investissement social, je pense qu'il faut qu'on réussisse à la porter à la fois avec la société civile, Impact France, les entreprises et les entreprises s'engagent et puis évidemment les acteurs du service public qui doivent aussi se réformer pour s'ouvrir en fait à cette logique de coopération et d'investissement social. Hyper clair, merci beaucoup. Je ne sais pas si Bercy est dans la salle. Il avait été question de faire cet événement à Bercy, mais je fais confiance à Caroline Néron et à Impact France pour faire une V2 et aller porter ces bonnes paroles. Vous pouvez aussi me faire confiance pour dire exactement la même chose à mes interlocuteurs à Bercy. Merci beaucoup. Très rapidement, avant de donner la parole à Valérie pour... Un exemple très concret de ce que vient d'évoquer Thibault, l'automaticité pour les bénéficiaires du RSA, de l'ouverture des droits à la complémentaire santé solidaire, ça a moins d'1 an. Tu te dis, mais pourquoi on a attendu? Voilà, donc des données, des process qui vont faciliter la vie des gens. On a encore beaucoup de leviers d'action, effectivement. Et donc, avis aux entreprises, vous payez déjà le service. C'est l'argument massu, j'aime beaucoup. Valérie, c'est pour terminer, votre vision à la Poste de cette notion à la fois de passage à l'échelle et de suite de l'étude, comment vous l'abordez? Qu'est-ce que vous attendez en fait de ce qu'on pourrait être en mesure de continuer à faire pour faire avancer ce sujet dans cette notion de coalition, de communauté d'intérêt qu'on a bien compris que tous les panélistes ont évoqué?
Alors le passage à l'échelle, à la Poste, on y est déjà vu notre volumétrie d'effectifs sur la Poste historique, c'est près de 200 000 personnes en France, donc on est déjà largement à l'échelle. Je crois qu'effectivement, aller plus loin dans la mesure un peu concrète, ce sont vraiment des choses qui aideraient les entreprises, qui pourraient permettre de rendre visibles ces actions dont on sait qu'elles ont un impact, mais on a du mal à mesurer. Après, effectivement, je partage la réflexion de Thibault sur la variabilité, etc. Enfin, en tout cas, on peut s'interroger, parce que finalement, aujourd'hui, il y a aussi des entreprises qui peut-être pourraient faire un peu plus, mais comme elles n'ont pas forcément d'incentive là-dessus, ça passe peut-être un peu après. Donc je trouverais intéressant qu'il y ait une valorisation. Alors il y en a sur quelques sujets, effectivement, mais typiquement sur le handicap, il y en a, sur le chômage, il n'y en a pas. Enfin, voilà. Alors, tout ça est très compliqué parce qu'on voit bien qu'il y a des tailles d'entreprises, des business models qui sont différents, etc. Il y a des entreprises qui sont, de par leur impact sur le territoire, et c'est le cas de la Poste. Parce que ce qui est intéressant à la Poste et ce qu'on fait en interne, c'est aussi un peu le reflet de la société, en ce que nos clients, qui sont un peu différents sûrement en partie de BNP pour la partie banque postale, reflète aussi la société avec toutes les difficultés, etc. On parlait de RSA, la banque postale, la Poste sert à 90% ou plus toutes les allocations RSA, allocations vieillesse, etc. Ça veut dire que le corps social, il est quand même imprimé par son activité. Et donc, c'est très utile d'avoir finalement le reflet de cette société à l'intérieur de l'entreprise. Parce que je pense que ça génère de la performance. Et c'est ce qu'on m'avait dit quand on préparait, j'avais trouvé ça intéressant. Vous me dites le passage à l'échelle, c'est bien, mais c'est pas non plus une fin en soi. C'est déjà tout ce travail utile pour nous aider au sein du groupe à garder sur le radar le bon niveau d'ambition. C'est maintenir, parce que j'aime bien dire, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. On ne pourra pas, il y a des seuils, et après l'investissement finalement perd de son sens. Donc déjà maintenir ce qui est fait par les entreprises qui sont présentes ici, c'est déjà un effort. C'est déjà un très bel effort. C'est un effort, encore une fois, ça ne tombe pas du ciel, c'est pas plus facile à la Poste qu'ailleurs. Non, il faut s'en occuper et c'est sans cesse renouvelé. Merci infiniment. Alors Malo m'avait dit 50, donc avant qu'il fasse une attaque cardiaque, je pense qu'on va boucler cette table ronde. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir été très brefs, efficaces et focus dans vos interventions. C'était passionnant. Merci beaucoup.